Donc bonjour à toutes et à tous pour cette dernière table ronde dans le cadre de la 6e rencontre Michel Foucault. Donc je vous remercie déjà d'être venus samedi 11 novembre sous la pluie en plus. Donc il y a un petit changement dans la composition de cette table ronde. Il y a Martine Brouillette qui est annoncée dans le programme, la présidente et cofondatrice de Mine de Rien. Elle est désolée, elle ne peut pas être des nôtres, elle est malade. Mais bon, ce n'est pas un manque de volonté. C'est Chantal Barnard qui est au milieu, qui la remplace au pied levé. Elle aussi est très investie dans cette association qui s'occupe de l'accueil des mineurs isolés et des jeunes adultes à Poitiers dans l'ASE. Le service d'aide à l'enfance du département refuse de s'occuper ou ne s'occupe pas, comme il le devrait, des fois, selon la loi. Donc nous reviendrons sur cette situation en détail, aussi sur la formidable dynamique créée par cette association et ses bénévoles en à peine d'un an d'existence. Donc Chantal, qui est fonctionnaire aussi dans l'éducation nationale et étant accueillante durable pour deux jeunes dans le cadre de l'ASE, connaît en plus les deux faces de la médaille, donc les heureux pris en charge par l'ASE, mineurs et acceptés comme tels, et les mineurs isolés, réfugiés, à qui on refuse le statut de mineur et qu'on expose du même coup souvent à vivre dans la rue. Donc, car on l'aura compris, la reconnaissance de la minorité est le nerf de guerre, donc en créant ces deux statuts différents. Disposition de loi qui différencie aussi la France de la Grande-Bretagne, qui ne fait pas de distinction entre les mineurs et les adultes. Donc tout le monde doit d'abord passer par une demande d'asile. Donc notre deuxième invitée est Claire de Ribaud-Pierre, qui est toute de ma gauche extrême, enseignante, chercheuse d'anthropologie culturelle à la Manufacture et haute école des arts et de la scène à Lausanne. Elle est dramaturge et ou interprète dans l'équipe de Massimo Furlan, dont vous pourrez apprécier la pièce Hospitalité ce soir ici au TAP, pièce qui a été aussi un peu le déclencheur de cette table ronde. Parce que je pensais, comme le TAP accueille les villageois de la Bastide de Clairance, je ne sais pas si quelqu'un connaît ce beau village au Pays Basque parmi vous, et leur expérience confrontation aux réfugiés arrivés, entre guillemets, fictivement, je me suis dit que ce serait bien de croiser ce spectacle avec notre environnement local, à savoir s'interroger comment la ville de Poitiers, ou plutôt ses habitants, se positionnent, réagissent face à ce qu'on doit appeler un véritable défi sociétal, d'où le titre aussi de la table ronde, Un avenir en commun. Donc, troisième invité dans la ronde, c'est Daniel Senovilla, juriste et chercheur au laboratoire universitaire Migranter, qui est responsable d'un projet d'observatoire de la migration de mineurs à l'échelle nationale et européenne, car même si le sort des mineurs isolés comporte beaucoup de similitudes avec les réfugiés adultes, leur situation diffère du fait d'être mineurs et seuls, ce qui change leur statut juridique et les fait bénéficier de la protection de l'enfance. C'est un peu difficile, c'est très technique, c'est-à-dire ils ne sont pas comme les adultes obligés de déposer une demande d'asile. La prise en charge du fait de leur minorité devrait être immédiate. Donc avant d'aller dans les détails, souvent écrasés par leur côté technique, juridique et administratif, je voudrais élargir le champ un peu par au-delà d'un problème d'accueil, entre guillemets, souvent réduit à la gestion et des coûts de gestion du dit problème. Ça concerne aussi les adultes, pas seulement les mineurs. Il s'agit d'une question fondamentale que les réfugiés posent à nous, à l'Europe. Comment pouvons-nous vivre ensemble, partager les ressources déjà très éprouvées par nos agissements planétaires? Et bref, quelle société pour demain, donc au singulier, au pluriel? Et j'espère que nous partageons au moins le même constat, que cela ne pourra pas fonctionner si nous nous barricadons dans la forteresse Europe, entre guillemets. Donc, comme l'a dit Fatou Diom, vous ne resterez pas comme des poissons rouges dans cette forteresse. Et l'Europe se dévalorise elle-même en disant qu'on la convoite uniquement pour être tirée de la misère. Ou encore cette réflexion aussi de Léonore Amiano, aux paniqués identitaires, excusez-moi. Avant d'avoir fui leur pays, les réfugiés arrivant en Europe furent eux-mêmes déjà privés de leur monde connu par la colonisation.
Et ils ont une bonne nouvelle à apporter aux Européens angoissés. On ne meurt pas de la perte du monde connu. On invente autre chose. Bref, c'est ce qu'elle a dit, moi je cite de tête. N'ayez pas peur, nous allons survivre à tout cela. Ça va se passer, c'est en train de se passer. Et ça s'appelle une mutation. N'ayez pas peur. Donc, comme la thématique de ces rencontres est la mécanique des émotions, je crois qu'il s'agit ici plutôt de trouver des moyens pour les maîtriser ou les convertir, ou convertir celles qui nous paralysent. Donc, pour cadre de réflexion, donc je voudrais citer ou poursuivre par 2 courtes citations. La première, c'est de Judith Butler. Si je dois mener une vie bonne, ce sera une vie vécue avec d'autres. Une vie qui ne veut pas être une vie sans les autres. Je ne perdrai pas ce que je suis. Celui que je suis sera transformé par mes connexions avec les autres, car ma dépendance à l'égard d'autrui et le fait que d'autres dépendent de moi sont nécessaires pour vivre et pour vivre bien. Notre exposition partagée à la précarité est le terreau de notre égalité potentielle et des obligations réciproques qui sont les nôtres de produire ensemble les conditions d'une vie vivable. Et comme une sorte de prolongement, il y a aussi ce petit extrait de Caroline Emke, donc Contre la haine. C'est toujours la catégorie de l'autre qui opprime ou menace le soi-même, l'autre fantasmé comme puissance menaçante ou comme objet prétendument inférieur, et c'est ainsi que les agressions ou les destructions futures sont valorisées comme des actes non seulement excusables, mais nécessaires. L'autre est celui qu'on l'on peut impunément dénoncer ou mépriser, blesser ou tuer. Comment conjuguer les 2 plans? Donc, la nécessité de vivre et d'inventer une vie avec les autres contre le rejet haineux de l'autre qui n'arrête pas de s'introduire dans nos vies. Comment transformer la prétendue menace et le ressentiment en une base positive et commune? Donc c'est ce qu'on va essayer d'éclairer et de discuter un peu, sans pouvoir être exhaustif évidemment, à travers 3 démarches différentes, mais complémentaires à mon avis. Donc une position de recherche, celle de Daniel, qui tente de détraumatiser bien que d'une autre manière que Leonora Miano, que je viens de citer. Une position associative et militante, qui intervient là où l'État apparemment démissionne et en même temps rappelle à l'État ses obligations. Et pour finir, une position artistique qui croise réalité et fiction théâtrale pour nous interroger toutes et tous sur nos attitudes et comportements, et souvent aussi sur nos réflexes pavloviens. Je propose d'enchaîner les 3 interventions et de les discuter ensemble à la fin. Donc juste pour rappeler la situation légale, c'est un peu la transition aussi pour la présentation de Daniel. Je vous passe le début du film « J'ai marché jusqu'à chez vous », ça dure à peu près 3 minutes. Ce petit extrait pose à la fois le cadre légal et évoque les espoirs des mineurs isolés arrivés chez nous. Si la question de l'examen osseux évoqué au début du film n'est plus d'actualité, les administrations responsables n'arrêtent pas d'inventer des mesures autrement décourageantes. Puis ce sera une bonne transition. Je vais vous passer la vidéo. Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Comment définir l'âge des mineurs isolés étrangers? En tout cas, pas en regardant une radio de la main et du poignet, dit le réseau Éducation sans frontières. L'association a lancé il y a un mois une pétition qui réclame la suppression de ces examens osseux pour les jeunes migrants. Cet appel publié dans Le Monde a recueilli plus de 10 000 signatures. Bonjour Mathilde Dehimi. Bonjour Patrick. Ce qui est nouveau, c'est que parmi les signataires, on trouve de plus en plus de médecins et de radiologues. Oui, car ils ont l'impression de se retrouver en première ligne. Dans les faits, ils ne sont consultés qu'à l'issue d'un parcours administratif qui débute avec la vérification des papiers de ces jeunes migrants. On les interroge sur leur histoire. Et si ça ne semble pas crédible, le parquet demande ce fameux test osseux, pourtant imprécis. Katia Chaumoit est chef du service imagerie de...
je suis arrivé en France, j'étais encore un enfant. On pense que la France c'est le paradis, alors qu'en arrivant en France, on voit que la France c'est pas le paradis. Donc je me suis trouvé en galère, psychologiquement aussi c'était difficile, la famille me manquait beaucoup. J'imaginais que la France c'était un bel pays, on pouvait gagner facilement de l'argent, de l'envoyer de l'argent à la famille, mais alors non, c'était pas ça. Je me suis lancé dans le métier d'interprète. J'ai fait des récits avec des mineurs isolés. Donc, oui, il y a des histoires qui ressemblent à mon histoire. À l'intérieur, ça bouge, oui. L'histoire, ça touche. L'histoire, ça touche, oui. Donc, merci Martin pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de voir un public si nombreux un samedi. Donc, moi, je suis Daniel Senovilla, je suis ingénieur de recherche CNRS au laboratoire MIG d'Inter de l'Université de Poitiers et je travaille sur cette catégorie de nommés de mineurs non accompagnés actuellement. Anciennement, on les appelait les mineurs isolés depuis une douzaine d'années. Pas seulement à Poitiers, en réalité à Poitiers on travaille depuis pas très longtemps. On a beaucoup travaillé dans d'autres villes françaises et aussi au niveau européen. Donc voilà, présenter peut-être très rapidement pour le public qui est peut-être pas familier cette catégorie des mineurs non accompagnés. Comme je disais, la terminologie elle a été changée en début 2016. Avant on utilisait le terme mineurs isolés étrangers. Mais ce qui est important à retenir, c'est que c'est un terme qui n'existait pas dans la loi française. Ni mineurs isolés étrangers, ni mineurs non accompagnés. La loi française fait référence plutôt, dans la dernière modification de la loi de protection de l'enfance, aux mineurs privés temporairement ou définitivement de leur famille. Donc on a une catégorie qui n'existe pas dans la loi, juste dans des instruments qu'on appelle réglementaires, dans des circulaires, des arrêtés, etc. Catégorie qui est déterminée par deux éléments. Voilà, la minorité d'âge d'un côté qui justifie à partir d'une situation de vulnérabilité marquée par l'absence définitive ou temporaire des titulaires de l'autorité parentale, un traitement, ça justifie un traitement protecteur de la part des autorités de l'État où les mineurs non accompagnés se trouvent. Donc ça c'est déterminé pas seulement par la loi française, mais fondamentalement par l'article 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant des Nations Unies. Donc cette vulnérabilité, et je parlerai un petit peu d'une façon plus générale, provoque un contrôle de la crédibilité de ces deux éléments qui justifient un statut protecteur. Donc on a créé un système à fur et à mesure. Ce n'était pas le cas, ça fait quelques années, mais à peu près depuis 2011, suite à une expérience pilote à Paris qui a été, à partir de 2013, exportée à l'ensemble des départements de France, on a créé un système hautement sélectif qui détermine si les personnes en situation plus ou moins précaire relèvent de ces droits à la protection de l'enfance à partir du contrôle de deux éléments, la minorité d'âge et la condition d'isolement, c'est-à-dire le fait de l'absence de titulaire de l'autorité parentale. Donc, comme je disais, on travaille à Poitiers depuis pas très longtemps, en réalité depuis 2015. Il faut préciser que la présence de mineurs non accompagnés ou mineurs isolés à Poitiers est relativement récente. Ou en tout cas, ils étaient peu nombreux, jusqu'à ça fait quelques années. Ça a commencé à peu près en 2013, les chiffres ont commencé à être plus importants. Donc on a créé un projet qui s'appelle REMIF, Ressources pour les mineurs isolés de la Vienne, qui est porté actuellement par la Maison des Trois Quartiers de Poitiers en partenariat avec les laboratoires MIG d'Inter. C'est un projet de recherche-action
qui essaye de proposer toute une série d'activités éducatives aux jeunes migrants qui se trouvent en 3 situations. Donc on travaille avec 3 profils ou 3 catégories de jeunes. Les jeunes qui sont dans ce qu'on appelle une phase d'évaluation administrative précisément de cette minorité, cette condition d'isolement. Évaluation qui se produit, je ne veux pas m'attarder, peut-être que Chantal va parler de ces éléments, mais se produit d'abord au niveau administratif à partir de la réalisation d'un entretien social. Donc actuellement, pas actuellement parce qu'actuellement on est vraiment dans des situations de refus de guichet, mais jusqu'à quelques semaines, cette évaluation au niveau administratif, cet entretien social s'est produit assez rapidement. Mais malgré tout, les jeunes devaient attendre pendant de longues périodes, de semaines, de mois, certains s'arrivaient quasiment à 1 an, pour avoir une décision administrative sur leurs conditions de mineurs ou non. Donc on travaille avec ces jeunes qui sont en phase d'évaluation, qui sont fondamentalement hébergés dans les hôtels, près de la gare et dans d'autres. Bon, avant c'était près de la gare, maintenant il y a tout un réseau d'hôtels plus vaste. Et qui ont un accompagnement éducatif quasiment inexistant, à part les activités qui sont proposées par l'association Mine de Rien et ce qui leur propose le projet REMIF, bien que, au fur et à mesure, il y a tout un réseau associatif et citoyen qui s'implique de plus en plus pour proposer précisément un accompagnement éducatif à ces jeunes. Ensuite, on travaille aussi avec les jeunes qui sont déboutés en phase administrative, qui sont refusés du bénéfice de protection de l'enfance et qui continuent, soi-disant, une bataille au niveau judiciaire pour être reconnus en tant que mineurs isolés. Et finalement, on travaille aussi avec ce qu'on nomme, c'est un terme qui a commencé à être utilisé à Paris, les milleurs. Les milleurs, c'est des jeunes qui ne sont pas reconnus en tant que mineurs au titre de protection de l'enfance, que ce soit au niveau administratif ou au niveau judiciaire, mais qui détiennent des documents en tant que mineurs, soit un acte de naissance, parfois un passeport, et de ce fait, ils ne sont pas reconnus en tant que majeurs par les services sociaux pour adultes. Donc ils se trouvent dans un impasse où ils ne peuvent pas bénéficier de la protection en tant que mineurs, mais ils ne peuvent pas non plus bénéficier des les différentes possibilités, 5-15, hébergement en tant que majeurs, parce que pour les services sociaux pour les majeurs, ils sont considérés en tant que mineurs. Donc on a construit une problématique de recherche autour d'une notion, parce que ce qui se passe, c'est que ces jeunes sont dans des situations d'attente et d'inactivité prolongée. En attente d'une décision sur leur statut juridique, bloqués souvent parce qu'ils sont des projets d'être scolarisés, ou de trouver un travail, mais ils sont bloqués en attente de décision. Donc on a pris cette notion dans notre problématique de recherche de l'attente. Donc on explore trois axes. D'abord les raisons juridiques de l'attente. Ensuite, l'impact notamment au niveau psychologique de cette situation d'incertitude, de cette situation d'inactivité forcée. Et puis, comme le troisième volet, ça serait comment les jeunes développent des mécanismes de contournement. En anglais, les collègues anglais qui travaillent sur ce type de questions, ils s'appellent des stratégies de copines, ça veut dire des stratégies d'adaptation pour faire face à cette situation qui est imposée au niveau juridique administratif. Et qui empêchent en quelque sorte de réaliser leurs objectifs et leurs projets migratoires. Donc ils sont capables d'agir malgré leur précarité, malgré la vulnérabilité qu'on leur impose, et certains d'entre eux, ils s'en sortent à partir de toute une série d'activités. Donc je vais essayer de présenter tout ça en respectant les temps impartis. C'est pas très imparti, je suis toujours à ma première page. Voilà. Concernant les raisons juridiques de l'attente, je voudrais mener une petite réflexion assez rapidement sur la gestion globale, et notamment européenne, du phénomène migratoire.
Et le fait que cette gestion au niveau juridique, au niveau normatif du phénomène migratoire, je ne parle pas seulement des mineurs, a évolué les dernières années vers voilà, la création d'un système qui favorise les migrants qui sont considérés comme vulnérables. Il y a quelques exceptions, notamment les migrations pour des raisons familiales, c'est-à-dire les processus de recrutement familial qui sont toujours très importants au niveau quantitatif. Donc il y a 90 000 personnes en France en moyenne par an qui sont régularisées par cette voie. Mais bon, évidemment, il n'y a pas tous les migrants qui ont un conjoint, un membre de la famille proche qui leur permet d'accéder par cette voie au papier. Il y a aussi les étudiants qui sont au niveau quantitatif assez important. Et puis, il y a les migrants hautement qualifiés. Donc, en dehors de ces trois cas de figure, il n'y a pratiquement aucune possibilité actuellement d'obtenir un statut migratoire. Quand je parle d'obtenir un statut migratoire, c'est obtenir un titre de séjour. Sauf en se présentant en tant que vulnérable. Il y a trois catégories de migrants vulnérables qui sont considérés par la loi. D'abord, les demandeurs de protection internationale, ce qu'on appelle les demandeurs d'asile au niveau classique, donc ces personnes qui demandent la reconnaissance d'une protection. Il y a ensuite les victimes de traite et finalement les mineurs non accompagnés. Donc les chiffres qu'on peut consulter, les chiffres officiels qu'on peut consulter au niveau européen confirment cette tendance de sous-représentation plutôt agressive de catégories de migrants vulnérables. Donc, par exemple, les demandes de protection internationale, donc les demandes d'asile, on était 413 000 en 2013, ils sont montés à 600 000 en 2014, et ils sont montés jusqu'à un pic inconnu jusqu'à aujourd'hui au niveau européen de 1,3 million en 2015. Donc il faut aussi préciser que l'Allemagne reçoit quasiment 2/3 de ses demandeurs d'asile au niveau européen. Ensuite, les victimes de traite, par contre, c'est un phénomène qui est très loin d'être pris au sérieux et en considération par les autorités au niveau européen. Et l'ampleur, à mon sens, même si on manque actuellement de recherche sur cette question, est très supérieure de ce qu'indiquent les chiffres. Donc, il y a un rapport de la Commission européenne qui indique autour de 16 000 victimes de traite reconnues en 2013-2014. Mais là, on est vraiment sur un phénomène très invisibilisé. Et ensuite, on a les mineurs non accompagnés, phénomène très consolidé actuellement dans l'Union européenne, même si relativement récent, ça a commencé dans la deuxième moitié des années 90. Voilà, donc on a des chiffres aussi assez importants, donc 65 000 mineurs non accompagnés qui ont demandé l'asile dans l'ensemble de l'Union européenne en 2016, un peu plus de la moitié aussi en Allemagne. Donc là, on a que les chiffres des mineurs qui demandent l'asile. Il faut bien préciser que dans un pays comme la France, comme le disait en introduction Martin, voilà, ça c'est une bonne pratique française, on espère que ça va durer. Les mineurs n'ont pas besoin de déposer une demande d'asile pour exister juridiquement, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays européens. Les trois exceptions que je connais, en tout cas, bon, je ne connais pas la situation de 28 pays, c'est la France, l'Espagne et l'Italie. Donc on a cette représentation importante de migrants vulnérables et on peut se poser plusieurs questions. Donc, et cette vulnérabilité qui doivent afficher les migrants, bon, partons de la base que tout migrant est vulnérable sur la base, mais est-ce qu'il n'y a pas une vulnérabilité stratégique dans certains cas? Et je l'ai dit sans aucun jugement, je l'ai dit du fait en dénonçant qu'il n'y a pas d'autre alternative de migration. Donc les migrants, souvent, ils doivent se présenter en tant que vulnérables, obligés par cette législation. Et ça a une conséquence très claire, c'est la mise en œuvre de mécanismes de plus en plus sophistiqués de contrôle de la crédibilité. Donc, dans les cas de mineurs non accompagnés, c'est cette procédure d'évaluation sociale, entretien, à pratiquer en plus avec une analyse de papier d'identité, les célèbres tests médico-légaux, pour voir si vraiment on mérite cette situation cet statut de protection.
je veux passer toute la partie relative à l'évaluation dans les... en espérant que peut-être mes collègues l'aborderont, sinon on pourrait ils vont peut-être l'aborder. Je vais essayer. Donc, deuxième volet, donc, tout ce que j'ai présenté, ce système basé sur la vulnérabilité constitue à mon sens les raisons juridiques de l'attente, après ce système de contrôle à partir de l'évaluation. Le deuxième point, c'était l'impact psychologique lié à cette attente et à la situation d'incertitude, qui est susceptible de créer une accentuation de traumatisme lié au voyage migratoire, avec une prédominance, selon les études, de cas de stress post-traumatique et de dépression chez les jeunes. Donc, c'est des jeunes qui doivent se confronter à une renégociation de leur objectif migratoire, notamment l'impossibilité d'être scolarisés et le caractère délétère que l'attente prolongée introduit sur les possibilités d'obtenir un titre de séjour à 18 ans. Donc on a un collègue de formation psychologue, un étudiant de notre master en migration internationale à MIG-d'Inter, qui a produit récemment, à partir d'un terrain dans le cadre de notre projet REMIF, un mémoire absolument brillante, à mon sens, sur cet aspect de l'effet, l'impact psychologique de l'attente. Donc, il s'appelle Corentin Ménard, on a fait un peu de publicité. Donc, Corentin Ménard nous parle de la situation d'absence de contrôle sur l'avenir qui peut amener certains jeunes vers une certaine forme de paralysie. Donc, là, on a les cas de jeunes qui restent, que nous ne voyons pas, mais des jeunes qu'on sait qui restent bloqués dans leur chambre d'hôtel pendant des périodes assez importantes, sans sortir, sans avoir de relations avec d'autres personnes. Ça mène aussi vers une impuissance, une incontrôlabilité liée aux événements d'ordre administratif et juridique, et vers une perte de synchronisation quant au rythme de la vie sociale. Ça explique parfois certains retards qu'ils peuvent avoir les jeunes sur les activités ou des absences qui sont motivées parfois par le manque de motivation à participer dans les activités qu'on leur propose, qui sont liées à cette situation d'attente, de paralysie. Et Corentin Ménard, il a constaté dans son étude des transformations de comportement assez marquées quand les statuts du mineur se confirment. Dans ces jeunes qui étaient bloqués, qui étaient paralysés, ils rayonnent juste d'un coup parce qu'on les a reconnus mineurs, il y a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à eux. Mais attention, parce que le fait d'être reconnu mineur peut mener vers une deuxième phase de l'attente. Donc là, on a toute une série d'éléments juridiques administratifs dont je n'ai pas trop le temps de m'attarder, mais notamment il y a les réorientations vers un nouveau département. Donc il y a un système qui a été introduit en 2013, à partir duquel les jeunes attendent plusieurs mois pour être reconnus mineurs. Et les jours qu'ils sont faits reconnus mineurs, on les dit tu ne vas plus rester à Poitiers, tu vas partir à Angers, dans le Nord, ou à Bordeaux, dans une autre ville. Donc là, il y a une nouvelle procédure qui commence. Qui les met dans une nouvelle situation d'attente. Ce n'est pas un retour à la case départ, mais quasiment. Il y a aussi un élément d'absence de places d'hébergement adaptées, donc même quand les jeunes sont reconnus mineurs, et malgré certains efforts qu'a fait le département pour créer des places adaptées pour l'accueil de cette population, les jeunes souvent qui sont reconnus mineurs doivent toujours rester à l'hôtel pendant des semaines, parfois des mois, en attente qu'une place plus adaptée se libère. Et il y a des difficultés pour la scolarisation qui perdurent. Il y aurait une troisième phase de l'attente qui serait le passage à la majorité et tout ce qui est lié à la sortie du dispositif et à l'obtention ou non d'un titre de séjour. Donc, puis-je avoir juste 2-3 minutes pour la troisième partie? Désolé, je vous pique un peu de temps. Sur les stratégies d'adaptation, donc les jeunes ne sont pas complètement, même s'il y a cette situation de paralysie qui est décrite par Corentin Ménard, il y a certains d'entre eux qui arrivent dans une forme de résilience à s'adapter et à être acteurs de leur situation.
Donc, je nommerai très rapidement, voilà comment les jeunes sont connectés. Voilà la façon comment ils sont connectés avec les réseaux des pairs, mais aussi avec des personnes à leur entourage dans leur contexte d'origine. Donc voilà, on pourrait parler beaucoup de l'importance actuelle des téléphones portables, notamment des téléphones intelligents, l'accès à Internet pour ces jeunes, et comment ils l'utilisent, et comment ils l'exploitent aussi dans leurs bénéfices et dans l'obtention d'informations qui peut être utile pour eux, tant pour s'adapter à ce qu'on les demande sur les lieux où ils se trouvent, mais aussi dans une optique pour certains de continuer le voyage, de chercher une espèce d'équilibre entre opportunité et contrainte et partir parfois vers une nouvelle destination. Donc, bon nombre de jeunes s'organisent aussi à partir de cette voie de façon autonome, évidemment avec l'aide et le soutien de ces structures, des initiatives qui existent, pour rechercher de l'information vis-à-vis de leur situation administrative, pour trouver information en apprentissage, etc. Voilà, j'avais un cas qui illustrait cette capacité d'un jeune qui s'appelait Arthur, qui avait créé une espèce en attente de reconnu mineur de pouvoir aller à l'école. Il savait construire vraiment une discipline très marquée. Il avait organisé lui-même son propre école. Il empruntait des livres à la médiathèque. Il avait cherché vraiment les bons codes d'une place sur le parc Bleusac. Il savait construire son propre emploi du temps. Et tous les jours, il faisait les lundis, les maths, les mardis après-midi, la philosophie, etc. Bon, ça montre cette capacité de s'adapter, de lutter pour les objectifs migratoires qu'on a établis en amont. Je voudrais dire un mot aussi sur la pratique sportive. Donc, pratique sportive qui constitue aussi une forme de stratégie d'adaptation, de stratégie de résistance aussi par rapport à la précarité. Donc, notamment pour les jeunes africains, la pratique du foot, qui est très important pour beaucoup d'entre eux, et qui, comme l'indiquent les travaux de Stéphanie Gernet, une collègue pédopsychiatre de Bordeaux, bénéficie aussi la construction d'une identité nouvelle qui fait sortir de cette identité stigmatisante qu'il y a à la catégorie des mineurs non accompagnés. Donc nous, on essaye de favoriser cette pratique du sport dans le cadre de nos activités, pas seulement le foot, mais on organisait parfois avec certains jeunes quelques ateliers de skateboard et d'autres sports. Donc c'est assez frappant, je dirais, mais en même temps assez mouvant, comme ces jeunes récupèrent les sourires, récupèrent une espèce de situation de joie pendant les heures qui durent cette pratique du sport, qui les fait du bien et qui aussi les aide à lutter contre cette situation de la tête qui chauffe, comme on l'exprime beaucoup d'entre eux. Bon, j'aurai une petite conclusion, mais je pense que j'ai pas mal dépassé, donc on peut peut-être donner la parole à... Désolé pour vous avoir piqué 5 minutes. Merci. Merci. Donc, moi, je représente l'association Mine de Rien. Nous sommes dans l'action, donc non, je ne vais pas apporter des compléments, je ne suis pas du tout spécialiste des questions juridiques. Je ne peux que raconter ce que nous faisons. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes une centaine d'adhérents à cette association, une soixantaine de familles qui hébergent des jeunes, une vingtaine de bénévoles actifs, dont certains sont dans la salle. Et nous apportons du soutien à une centaine de jeunes, dont certains sont dans la salle aussi, qui soit sont reconnus mineurs et hébergés par l'ASE, mais effectivement en manque d'activité, ou qui ont besoin d'aide pour trouver un patron, par exemple, pour un apprentissage, qui est souvent la voie vers l'autonomie, soit sont en démarche pour se faire reconnaître mineurs, donc nous les aidons à faire légaliser leurs papiers, par exemple, soit sont des jeunes majeurs. Nous apportons du soutien aux jeunes étrangers isolés, en essayant de leur faire découvrir et de profiter même de leur potentiel, parce que ce ne sont pas que des personnes vulnérables, ce sont aussi, d'après nous, nos futurs bouchers, nos futurs boulangers, aides-soignants, et en tout cas des gens qui sont là
et qui ont toute leur jeunesse, toute leur fraîcheur, et nous sommes très heureux de les côtoyer. Et donc, Jean-Louis Taché et Manolo Guizard nous ont offert un film qui raconte un petit peu ce que c'est qu'être d'héberger un jeune. Et donc, je vous propose de découvrir ce film pour voir un petit peu des images de comment ça peut se passer. Certains enfants étrangers arrivés seuls dans la Vienne ont des papiers qui les disent mineurs, mais qui nécessitent une vérification. Quand il y a un doute sur leur minorité, ils ne sont pas pris en charge, ni par l'aide sociale à l'enfance, ni par les associations qui apportent un hébergement d'urgence aux adultes. Certains sont par la suite reconnus mineurs, et donc mis à l'abri. Mais l'institution met parfois des mois avant de pouvoir leur apporter l'aide dont ils ont besoin pour reprendre l'école, puis trouver une formation, puis un emploi. C'est pendant ces périodes d'attente que nous apportons un soutien aux jeunes, sous forme, selon les besoins, d'accueil, d'information, de vêtements, de cours de français, d'accompagnement dans leurs démarches administratives ou de santé, ou de mise en relation avec des foyers pouvant les héberger. Comme ils étaient encore mineurs, parce qu'ils avaient des papiers d'identité qui disaient qu'ils étaient mineurs, mais personne ne pouvait prendre la responsabilité de les prendre en charge. Donc ils étaient effectivement à la rue et on a réalisé progressivement, à force de coups de fil, en fait, un peu toutes les institutions, qu'il n'y avait pas de solution pour eux jusqu'à au moins ce qu'ils passent en cours d'appel et qu'ils fassent valoir leur minorité. Voilà, c'est un peu comme ça. Oui, donc il fallait trouver une solution d'hébergement pour environ 3 mois, le temps que se déroule cet appel finalement de la décision. Et donc, pendant les 3 mois, comme il n'y avait pas de solution d'hébergement proposée par les associations locales, on a décidé de les garder à la maison avec la confirmation d'une avocate que c'était tout à fait légal de les garder à la maison pendant cette période-là. Je suis partie du principe aussi que bon, la vie est compliquée. La vie de ces jeunes a été compliquée, elle va continuer à l'être. La mienne est compliquée parce que voilà, j'ai mon boulot, j'ai des tas de trucs. L'adolescence en soi, c'est compliqué. La différence culturelle, c'est compliqué. Il y a forcément des moments où on ne se comprend pas. Et que donc, j'allais essayer de faire les choses simplement. C'est-à-dire, on essaye de prendre l'habitude de se dire les choses simplement et de ne pas avoir des grands principes. C'est une bonne famille d'accueil en fait, parce que j'avais envie d'avoir quelqu'un à côté de moi qui pouvait m'expliquer les choses, comment ça se passe, parce que j'avais du tout envie d'étudier. Donc du coup, elle était trop bien pour nous parce qu'elle s'occupe de nous, elle nous aide dans nos démarches, elle nous a appris plein de choses qu'on ne connaissait pas avant. Donc maintenant, au jour de maintenant, j'ai mon apprentissage. Il n'est pas illégal d'héberger un jeune, même s'il n'a pas de papier. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est aider un étranger à contourner les lois. Nous ne faisons que défendre les droits définis dans la Convention internationale des droits de l'enfant, qui précise que tout enfant qui se trouve éloigné de sa famille a droit à la sécurité, au logement, aux soins et à l'éducation, quel que soit le pays où il se trouve. Nous défendons aussi le droit à la présomption de minorité qui est inscrit dans la loi. Et c'est vrai que le voir, on l'avait vu à une soirée où il avait préparé une petite chorégraphie avec Chantal et il s'était jeté sur le canapé, mort de rire, tout ça. Et pour moi, ça avait été l'aboutissement, un moment tellement fort, finalement, de voir que finalement, il s'en était sorti, ce garçon. Qu'il était bien, qu'il pouvait revenir à un état de jeunesse normale, d'adolescent normal, qui s'éclate dans une soirée, qui rigole, qui... Voilà, ça faisait vraiment plaisir de voir. Je pense que souvent, au départ, notre entourage, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de précautions. On disait, faites attention, c'est compliqué, c'est des situations lourdes. Et c'est vrai que parfois, ça peut l'être, surtout au début. Mais après, quand on s'aperçoit, pour la plupart des jeunes, c'est comme ça que ça se termine. C'est que finalement, ils remportent leur appel, ils ont une formation scolaire, ils font un réseau de connaissances. Et après, c'est des jeunes tout à fait normaux. Réellement, et dans la famille où je suis actuellement, et je me sens très bien ici par rapport à l'hôtel. Parce que c'est quelqu'un de très gentil, de calme. Ça change parce que alors lui, il n'est pas calme du tout. Et très serviable. Avec un sale caractère des fois. Mais ça va. Il aide beaucoup. En plus, il aide beaucoup. Il veut toujours tout faire. Bon, il y a des trucs qu'il ne peut pas faire. Mais ça va, je ne regrette pas. Ça sera à refaire, je le referai. Franchement, ouais. Nolan, oui, il joue avec Mohamed au foot, parce que moi je peux pas jouer avec lui au foot.
Je pense que ça lui apporte aussi du calme à lui. Parce qu'il voit que Mohamed est très calme, donc lui, ça le pose un peu, parce que lui, c'est une pile électrique. Et ils s'entendent bien, c'est ça qui est déjà bien. Il parle beaucoup de foot. Maintenant, il joue au jeu de foot lui aussi, enfin au paris sportif aussi. Ouais. Merci Mohamed. Mais je pense que ça lui a apporté quelque chose, ouais. Parce qu'il n'a pas de frère. Hein. C'est un peu un grand frère pour lui, quoi. Parmi les foyers qui hébergent, dans le cadre de notre association, il y a des personnes seules, des couples, des familles avec enfants, des colocataires, des jeunes, des moins jeunes. Les raisons qui poussent à ouvrir sa maison peuvent être variées. L'envie d'apporter un peu de bien-être à un jeune qui a eu un début de vie difficile, l'envie de remettre un peu de jeunesse dans l'habitation après le départ d'un enfant, d'avoir un peu de compagnie pour les repas ou les loisirs, l'envie de découvrir une autre culture. Chacun reçoit à sa manière. Plus que le confort, c'est l'attitude qui compte, le fait d'accueillir avec plaisir et simplicité et de se respecter mutuellement. Certains foyers font des activités avec le jeune ou avec les jeunes qui habitent chez eux. D'autres leur fournissent simplement le gîte, le couvert et la possibilité de se laver et laver leurs vêtements. Certains hébergent seulement pour les week-ends, d'autres pour une semaine de temps en temps, d'autres pour des durées plus longues. Certains souhaitent que l'enfant mange avec eux, au moins une fois par jour. D'autres trouvent plus simple de mettre à sa disposition la possibilité de se faire cuire des pâtes ou réchauffer une conserve ou manger des fruits, sans définir des rituels pour les repas. À chacun de voir. Plusieurs foyers ont noué des relations plus profondes avec le ou les étrangers accueillis et sont devenus tiers dignes de confiance, après que le jeune ait été repris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Dans ce cas seulement, le foyer reçoit une aide financière du département. Il y a environ 30 foyers qui ont hébergé un jeune dans le contexte de notre association. Il est arrivé que ça ne se passe pas très bien, ou qu'au bout de quelques temps, une lassitude apparaisse, mais ça reste très rare. Dans 90% des cas, il y a apport mutuel et l'expérience est agréable, voire très agréable. Il y a longtemps que je pensais, je suis dans une grande maison, et avec beaucoup de place, beaucoup plus de place qu'il en faut pour une personne. Et je pensais depuis longtemps à partager ça, je ne savais pas encore comment. Et l'occasion m'a été offerte avec une demande d'hébergement de jeunes migrants. Donc je l'ai fait. Voilà, ça tombait un peu bien. C'est un peu étrange, mais c'est très intéressant, très enrichissant. Parce qu'il y a la différence de culture. Voilà, de temps en temps, il parle de la Guinée et ça... Enfin, moi, ça me renseigne. Sur un pays que je ne connaissais pas. Voilà. Il m'a dit qu'il y avait 4 langues en Guinée aussi. Et que lui, il parlait les 4, plus le français. Alors, donc nous, on a pris la décision d'héberger Ali. Donc c'est moi qui ai pris la décision pendant que Modibo était au Mali. Moi j'étais enceinte à ce moment-là, c'était l'été dernier, au mois d'août. Donc mon amie Martine m'a dit que certains jeunes allaient se retrouver à la rue, ne plus avoir d'hébergement parce que leur prise en charge était suspendue par l'aide sociale à l'enfance. Donc comme j'avais de la place à la maison et que j'étais seule enceinte, j'ai décidé d'héberger Ali. Bon, de toute façon, les jeunes, c'est des personnes qui se débrouillent pas mal aussi. Parce que nous, avec le boulot qu'on fait là, donc on n'a pas suffisamment le temps de s'occuper de ces jeunes. Mohamed, aujourd'hui, commence à faire des plats européens et il adore ça. Tout à fait. C'est vrai? C'est un plaisir. Ouais. Je suis apprenti cuisinier au déjeuner sur l'herbe, place salle 7. Je prépare un CAP. Et puis je suis au poste des entrées pour l'instant. Donc l'année prochaine, je ferai la 2e année. Moi, j'ai gagné 3 petits frères récemment. Des frères d'adoption parce que ma mère héberge 2 jeunes Guinéens de 17 ans, Alassane et Ibrahima. Et mon père héberge aussi un jeune ado guinéen. Et ça fait apprendre plein de choses. Ça fait vraiment apprendre plein de choses et ça fait apprécier plus ce qu'on a ici.
ça fait prendre conscience davantage de ce qu'on a, nous, qui est acquis et qui nous paraît normal et qui est en fait pas normal pour la plupart des gens dans le monde, quoi. Donc ouais, moi je peux dire que je suis trop contente en fait qu'il soit là et de partager ces choses-là, ça m'importe beaucoup. Et j'ai trop hâte qu'Alassane il vienne à Rennes. Là, il va venir me visiter. Moi, j'habite à Rennes dans une colocation. Et aujourd'hui, avec Dembo, on partage la même façon d'être et on aime tous les deux beaucoup le jardin. Donc lui travaillait avec son père agriculteur un petit peu en Afrique. Et aujourd'hui, il est très très heureux de donner un coup de main au potager, de me donner un coup de main l'après-midi. Donc du coup, c'est vraiment un échange. Et moi, ça m'apporte beaucoup aussi parce que vivre seul dans une grande baraque comme ça, c'est un peu tristoun à force, quoi. Mais c'est rien par rapport à tout le plaisir qu'on a, tout le plaisir que j'ai à les voir découvrir toutes ces choses nouvelles. Et puis ils sont très reconnaissants, c'est très gratifiant parce qu'ils ont bien conscience de la chance qu'ils ont de pouvoir avoir un toit comme ça et quelqu'un qui leur donne de l'affection. Que c'est rien, les petits incidents à côté du plaisir que ça représente. Enfin, franchement, c'est pas grave, quoi. Alors, comme nos premières expériences d'accueil se sont bien passées, on a décidé d'élargir le réseau et puis de lancer des appels plus larges pour recruter un peu des familles, enfin, ou des foyers accueillant ces jeunes. Et alors, on a partagé nos expériences avec d'autres familles qui avaient fait l'expérience avec nous, jusqu'à mettre en place une sorte de livret d'accueil en essayant d'organiser justement l'accueil dans les familles pour pouvoir bien expliquer aux familles certaines manières peut-être de fonctionner ou offrir un cadre en fait un petit peu. Voilà, donc on a créé ce livret d'accueil, on a aussi une charte éthique de l'association qui vaut aussi pour les familles d'accueil. Voilà, et puis chaque famille qui répond à notre appel, on échange avec elle pour connaître un peu les motivations, les possibilités. On rencontre pour vérifier à peu près ou pour voir que tout va bien de ce côté-là. Et puis on rencontre aussi les jeunes pour évaluer leur situation, voir ce dont ils ont besoin. Et ensuite on fait la rencontre entre les jeunes et des familles potentielles. Souvent, il faut préciser aussi, dans la plupart des cas, les jeunes, avant de passer dans le foyer qui peut les accueillir, vont séjourner quelques jours à la maison. Comme ça, nous, on peut voir un petit peu comment ça fonctionne, avoir des discussions un peu plus approfondies avec les jeunes aussi, puis s'assurer que ça collera bien avec le foyer qui s'est proposé pour les accueillir. Ouais. Et une fois que les jeunes intègrent les familles ou les foyers d'accueil, on maintient une relation tant avec ceux qui accueillent qu'avec les jeunes pour s'assurer que tout va bien, être disponible s'il y a besoin d'une médiation, s'il y a besoin d'explications. On reste également très flexible. Si l'expérience ne se passe pas bien, on est capable, nous, de reprendre le jeune, essayer de trouver une autre famille, de réévaluer la situation, voir si on maintient la prise en charge ou pas. Et on essaye vraiment d'avoir cette flexibilité pour permettre à tout le monde d'être à l'aise avec cet accueil. Oui, c'est ça. Les écarts culturels ou d'âge font qu'il faut parfois justifier les règles de vie dans la maison. Une personne peut trouver bon de laisser les fenêtres ouvertes, tandis qu'on trouverait logique qu'il les ferme. Ou peut répondre à un appel téléphonique là où on attendrait qu'il mette son téléphone sur silencieux. Bon, ce sont des adolescents, il ne faut pas l'oublier. Mais ils ont la plupart du temps un tel désir de progresser, de s'intégrer, de se faire accepter en France, qu'ils font vivre de beaux moments à tous ceux qui cherchent à les aider, que ce soit hébergeants, professeurs ou employeurs. Nous privilégions la valorisation du potentiel des jeunes. Ce ne sont pas que des personnes vulnérables qui ont besoin de nous. Ils ont aussi toute la fraîcheur et l'enthousiasme de la jeunesse. Ils font partie du futur de notre société. Si vous êtes partant, soyez le bienvenu ou la bienvenue. Envoyez-nous un message et nous en discuterons. Bonjour, merci de l'invitation dans le cadre de cette journée autour de la question de la migration. J'étais très touchée d'être invitée ici à Poitiers avec le spectacle Hospitalité de Massimo Furlan et de toute l'équipe des acteurs qui sont pour certains dans la salle aussi. Et particulièrement touchée parce qu'on est dans la ville de Michel Foucault
et que c'est un auteur qui compte toujours beaucoup pour moi. Et ça, dans ses derniers cours, dans Le courage de la vérité, quand il interroge la place des philosophes cyniques au sein de la société, il fait un parallèle avec l'artiste, en disant que l'artiste serait un peu comme le philosophe cynique, celui qui se met à agir dans l'espace social et à la fois le provoquer, mais en même temps à lui donner la possibilité de le penser par ses actes et par ses gestes. Et c'est un peu l'histoire de l'origine du projet Hospitalité, parce que Massimo Furlan, artiste, performeur, metteur en scène, a été invité par un autre artiste, Christophe Iriart, dans le village de la Bastide-Clérance au Pays Basque, pour venir faire une résidence là-bas. Donc ça commence comme une invitation hospitalière, de venir partager un moment la vie du village. Et ce qui a frappé Massimo d'abord, c'est qu'en étant lui-même d'origine italienne, né en Suisse, donc ses parents ayant immigré dans les années 60 en Suisse, nous avons toujours vécu dans une ville qui était extrêmement multiculturelle, de plus en plus multiculturelle, avec beaucoup de communautés. Et ces communautés sont arrivées les unes après les autres, ont été intégrées, sont intégrées continuellement. Et dans les classes, par le biais de nos enfants, on a vu que ces classes devenaient de plus en plus mixtes et de plus en plus riches en langue, en culture, en coutumes, etc. Et donc c'est une ville avec laquelle on est complètement habitué à cette mixité. Et en arrivant dans le village de la Bastide aussi, la première chose qui a frappé Massimo, évidemment, c'est que dans un univers de campagne, il n'y avait pas d'étrangers. Et évidemment, la dimension du village était celle de 1000 habitants par rapport à celle de la ville. En étant accueillis par ces habitants, en discutant avec eux, il leur a demandé de quoi ils avaient peur. Parce que la peur, c'est un peu un moteur de plus en plus présent dans nos sociétés et qui détermine beaucoup de nos modalités d'action. Et ils n'ont pas répondu qu'ils avaient peur des étrangers, puisqu'en fait, les étrangers n'étaient pas présents non plus au village, mais qu'ils avaient peur du fait qu'une petite ville comme la Bastide était prise dans une augmentation de son niveau de vie, et notamment du niveau des prix de l'immobilier. Ce qui fait que les habitants ne pouvaient même plus rester dans leur propre village, et surtout la nouvelle génération. Et Massimo s'est souvenu de certaines réactions en Suisse, où on se rend compte qu'en fait, les gens qui sont le plus opposés à la venue des étrangers sont ceux qui n'ont pas d'étrangers en principe. Donc comme les petits cantons chez nous, qui sont les cantons les plus fortunés, mais qui sont aussi les plus anxieux à l'idée de recevoir les étrangers. Et un de ces cantons avait même proposé de payer pour ne pas recevoir d'étrangers au sein de sa communauté. Donc il y avait l'idée que si des étrangers arrivaient au milieu de cette richesse, le niveau de vie allait baisser. Donc Massimo, se souvenant de cette action-là, a proposé finalement le contraire en leur disant « mais si vous accueillez des migrants, en effet, peut-être que le prix des loyers va baisser, hein, que le niveau de vie va comme ça redevenir vivable pour tout le monde ». Donc en se disant, tiens, mais comment est-ce que par une provocation, on pourrait aider à penser plus loin ou à penser autrement? Et puis, donc ce projet finalement a eu lieu, et il a commencé on a commencé par réunir des citoyens de la communauté du village prêts à réfléchir en fait à la question de l'hospitalité. Parce qu'avant tout, avant de penser cette question justement des mouvements migratoires, on s'est dit que le problème finalement venait davantage de nous, qui avions un problème avec la question de l'hospitalité. Donc comment faire pour réfléchir ensemble à cette question de l'hospitalité? D'où est-ce qu'elle vient? Quand est-ce qu'elle a commencé, et quand est-ce qu'elle a commencé à faire problème en fait? Et puis c'est à travers différentes pistes de réflexion, notamment en reprenant nos racines grecques et romaines, en relisant
les textes de Jean-Pierre Vernant, qui est un grand spécialiste de la Grèce antique, qui expliquait qu'à travers notamment la mythologie et les différents mythes grecs, on pouvait voir en action la question de l'hospitalité, qui était une évidence dans le monde grec archaïque, notamment à travers la figure d'Ulysse, qui, à chaque fois qu'il voyage, est finalement accueilli et qui les nourrit. Et en échange, il y a de la curiosité. Il y a de la curiosité pour le parcours, il y a de la curiosité pour l'histoire. Donc l'étranger, c'est celui qui amène des choses nouvelles, qui amène quelque chose qui amène une nouvelle culture, une nouvelle façon de voir, des nouvelles coutumes, donc de l'enrichissement pour celui qui l'accueille. Et dans un autre des mythes de Jason notamment, on se rend compte que dès le moment où l'hospitalité a été effective, l'homme accueilli ne peut plus être un ennemi. On n'avait pas le droit de tuer celui avec qui on venait de manger. Ce qui va d'ailleurs générer dans l'histoire de Jason toutes sortes de quiproquos, puisque dès le moment où il est accueilli, même s'il était considéré comme un ennemi, le fait qu'il ait mangé avec le roi fait qu'il lui doit protection. Donc l'hospitalité, c'est le droit de la protection aussi. L'étranger est accueilli. Il est à la fois, dans son origine grecque, le mot hostess est à la fois celui qui accueille l'hôte et celui qui est accueilli. C'est comme si tour à tour, on était toujours amené à être l'un ou l'autre. Ce qui fait qu'il y a cette grande ouverture d'esprit. Plus tard, avec la société romaine, ça va se compliquer un peu parce que le mot hostess va devenir proche de celui de hostis, c'est-à-dire l'ennemi. Il y a une dimension qui commence à inquiéter la société romaine, qui est qu'en fait, celui qui est accueilli peut potentiellement être un ennemi. Donc on va voir aussi cette dimension de la peur qui va grandir et qui va parfois être ressentie comme une menace pour celui qui est en place, voir celui qui arrive comme une menace potentielle. Après, avec l'équipe des villageois, on s'est demandé, dans leur histoire personnelle, qu'est-ce qui pouvait nous rattacher à cette question de l'hospitalité, sans qu'elle soit philosophique, sans qu'elle soit uniquement une pensée théorique, mais comment est-ce que dans nos gestes, dans nos vies, dans nos quotidiens, dans notre passé, dans notre façon d'être les uns avec les autres, dans nos parcours personnels, cette question était en fait sans cesse réactivée, de façon parfois détournée, pas toujours évidente, mais elle résonne. Donc on est en effet des habitués de l'hospitalité, elle nous constitue. Comme disait Jacques Derrida, cette hospitalité, c'est en fait la loi la plus sacrée de notre vivre ensemble. C'est une hospitalité qui est inconditionnelle. On a de la peine à la mettre en acte, et pourtant on est tous conscients qu'elle nous constitue profondément et qu'elle est la base même de la possibilité de vivre en communauté. Donc cette dimension-là de comment accueillir l'autre, c'est devenu une vraie question, puisque le village a décidé d'accueillir une famille, voire plusieurs familles, mais déjà une famille qui est arrivée il y a une année environ dans le village, une famille de Syriens, avec plusieurs enfants. Et ce qui est intéressant, c'est ensuite, on a continué à se poser les questions non seulement d'accueillir, mais d'être attentif aux besoins en fait de ces familles, comme vous le faites dans l'association avec l'aide aux jeunes migrants. C'était comment faire en sorte que cette famille se trouve au mieux. Comment est-ce qu'on peut les accompagner dans des choses à la fois quotidiennes, ordinaires, et puis comment est-ce qu'on pourrait se penser en retour dans notre tolérance et aussi dans la façon dont nous avons de juger les coutumes les uns des autres. Voilà, donc notre travail a consisté en fait à mettre la pensée au cœur de la communauté et d'essayer, d'espérer de la mettre en acte. Et c'est l'équipe même du village qui a décidé de la prendre en compte, et comme beaucoup d'initiatives citoyennes aujourd'hui, de prendre sa responsabilité face à peut-être un gouvernement ou des lois ou des partis qui ne prennent pas suffisamment position.
on voit des individus de la société civile qui s'engagent dans cette hospitalité qui s'avère absolument nécessaire, sacrée, première. Voilà, je réponds volontiers à toutes les questions qui peuvent venir de... Tout de suite passer à l'échange avec le public, comme le temps est avancé, et je suppose il y a des questions. Sinon, nous on a suffisamment entre nous aussi pour nous interroger. Mais on va privilégier les questions du public. Bonjour. Donc, je ne fais pas partie de l'association Mine de Rien, mais je suis en lien avec eux et je les remercie beaucoup. J'accueille un jeune migrant depuis début juin et ça n'a pas été sans mal. Et grâce à lui, je suis en train de changer profondément et d'ouvrir mon cœur et je trouve ça une expérience extraordinaire. Je n'ai pas envie d'en dire plus, je pense qu'il y a plein de gens qui ont des choses à dire, mais je voulais dire que moi, ça m'émerveille. Voilà. Oui, moi j'ai envie d'en raconter plus. C'est Boris, donc. Hein, Boris. Oui. Par exemple, Marie-France et Boris, ils lisent des livres ensemble. Marie-France, elle n'a pas la télé, par exemple, c'est à la campagne. Or, c'est vrai que voilà, lui, c'est un jeune, hein, il a les mêmes distractions que les jeunes, mais il a découvert le plaisir de lire chez elle. Et donc, voilà, elle choisit des livres qui peuvent lui plaire et ils les lisent ensemble. Voilà, enfin, je trouve ça, ça fait vraiment partie des choses qui sont des émotions, voilà, collectives. Moi, il y a certains jeunes, c'est chez moi qu'ils ont lu pour la première fois un livre entier, parce qu'ils sont allés à l'école dans leur pays, mais on ne fait pas lire de livres entiers dans leur pays. Et moi, je suis très, très contente de ça, quoi, de côtoyer un jeune qui découvre ce que c'est que de lire un roman, par exemple. Oui, c'est une question. Mine de Rien a l'air d'accueillir seulement des garçons, et seulement des garçons venant d'Afrique. Est-ce que c'est le cas, et est-ce que les filles ne migrent pas, ou est-ce que les filles sont tout de suite prises dans des réseaux autres, ou est-ce que les filles sont mieux protégées par la France? Voilà, ou peut-être qu'il y a encore d'autres possibilités que je n'imagine pas. Oui, donc moi je ne suis pas la spécialiste des questions, c'est peut-être Daniel qui pourra répondre, mais effectivement, elles migrent beaucoup moins, parce que c'est très dangereux pour elles, donc elles migrent beaucoup moins, et elles sont davantage protégées. Donc nous avons une fille que nous avons protégée quand même, parce que c'est une petite fille dans un corps de femme, donc elle fait effectivement plus âgée qu'elle ne dit l'être. Voilà, donc nous l'avons mise à l'abri, mais sinon elles sont plus protégées, oui. Ce qui est une très bonne chose. Je ne sais pas, Daniel, si tu as des précisions. J'ai essayé de chercher très rapidement les derniers chiffres qui ont été communiqués par le département, mais c'est vrai qu'officiellement, la présence de filles est très faible. Je ne veux pas les trouver, mais il me semble que sur un total de plus de 300 accueils en 2017, il y avait 5 ou 6 filles. Au niveau, là on parle des chiffres officiels de l'aide sociale à l'enfance. Comment on peut expliquer cette invisibilité de filles? On peut qu'émettre des hypothèses, mais en effet, ce que vient de dire Chantal est tout à fait juste. C'est une migration majoritairement masculine, pour différentes raisons. Et après, il y a une question, bien évidemment, d'invisibilité. Donc, soit, comme vous l'évoquiez, il y a peut-être une surprotection des filles par les services. Donc, on a, en tout cas, nous, en tant que chercheurs, on a moins d'accès à cette population. Et puis, il y a aussi une invisibilité liée à l'existence de filières et de réseaux probablement de traite de cette fille à qui on leur dit de se déclarer majeure
voilà, pour être dans des activités lucratives au bénéfice probablement de personnes qui les exploitent. Donc voilà, mais bon, c'est des réalités qui sont, en tout cas du point de vue de la recherche, très peu explorées à cette date. J'arriverai peut-être plus vite par là. Quels éléments vous avez sur les motivations qui poussent les jeunes à quitter leur pays? Tu veux commencer? Nous, on n'a pas d'éléments vraiment statistiques, hein, simplement, parce que dans notre charte, on a notamment d'essayer de ne pas être intrusif, de ne pas trop poser de questions aux jeunes sur pourquoi ils ont quitté leur pays, parce qu'on n'est pas forcément prêt à recevoir des discours, ça peut être compliqué, et on n'est pas des professionnels de l'aide, donc on ne pose pas, nous, beaucoup de questions, mais c'est vrai que quand même, on est amené à les aider par exemple, à noter leur récit, parce que c'est un élément d'évaluation. Si on dit à un moment quelque chose de différent que ce qu'on a dit quelques mois précédents, on va être évalué comme étant incohérent et donc dans le mensonge. Donc c'est vrai que quelquefois on les aide à écrire leur récit, et puis quelquefois ils nous racontent quand ils commencent à se sentir à l'aise. Et c'est assez variable, mais il semble qu'il y ait beaucoup d'entre eux qui sont partis parce qu'ils avaient une situation familiale compliquée. Voilà, par exemple, un de leurs parents est mort ou les deux parents sont morts et ils ont été recueillis par un oncle, une tante, mais c'est pas forcément les alliances. Le conjoint de l'oncle et de la tante n'était pas forcément très d'accord. Ou alors ils sont nés d'un couple légitime, ou alors voilà, une situation familiale compliquée qui ont fait que c'était trop difficile pour eux de rester dans leur pays, et que quand ils sont partis juste à la recherche d'une meilleure situation dans les pays voisins, et puis que petit à petit ils ont été poussés vers la Méditerranée. Et quelquefois, ils n'avaient pas du tout, eux, décidé de traverser la Méditerranée, de venir en Europe. Certains ont même été obligés, en fait, parce qu'après, il y a des gens, évidemment, qui tirent parti de cette situation et qui utilisent ces jeunes. Mais après, il y a d'autres cas. Il y a des stratégies familiales à certains moments. Il y a des jeunes qui viennent avec des faux passeports qui ont été payés par leur famille à des passeurs qui exploitent leur naïveté, on va dire, et qui les font venir avec un passeport de majeur en leur disant qu'ils seront des grands footballeurs en Europe. Et donc après, c'est compliqué pour eux de dire en fait, je suis mineur parce qu'ils ont un passeport de majeur. Voilà. Et donc ça a l'air assez varié, mais dans beaucoup de cas, le cheminement a l'air d'être en plusieurs petites étapes d'un pays à l'autre, à la recherche d'un endroit où ils pourront travailler et survivre, et vivre mieux. C'est en effet une question très, très vaste, mais bon, la réponse de Chantal était très complète déjà. Moi, je confirme ça, les éléments qu'on peut avoir de notre côté, en tout cas pour cette population très représentée à Poitiers des mineurs en provenance d'Afrique de l'Ouest. Voilà, les situations familiales difficiles, souvent dans des contextes polygamiques, suite au décès d'un ou des parents, situations de maltraitance, même de violence de la part d'une belle-mère ou d'un oncle. Voilà, sont très présentes, c'est des situations qui sont très présentes dans les discours. D'ailleurs, ça nous pousse à mener une réflexion voilà, sur la convenance en tout cas l'ancien débat sur les formes spécifiques de persécution des enfants au niveau de la considération des demandes d'asile. C'est-à-dire actuellement, on applique un système d'asile qui est exclusivement basé sur une législation assez ancienne, mais beaucoup plus axé sur des personnes adultes. Donc il y a toute une série d'universitaires qui prônent pour vraiment créer un système, en tout cas la prise en considération des formes spécifiques de persécution des enfants dans ces situations de violence familiale, à mon sens, pourrait avoir tout à fait sa place.
Ouais, bon, après, il y a évidemment d'autres profils, d'autres régions du monde qui ne sont pas tout à fait les mêmes circonstances. Il y a les cas, en effet, de ces célèbres profils des mandatés qui avaient été définis par une sociologue, Angelina Etiamble, c'était des migrations dans une stratégie vraiment familiale, donc qu'on a pu observer dans des mineurs souvent en provenance de l'Asie et aussi d'Afrique du Nord. Après, là aussi, des questions d'imaginaire. Aussi, il y a un collègue italien, Francesco Bacchiano, qui a beaucoup travaillé en Afrique du Nord sur cette question. Et l'existence, je pense que ça pourrait aussi être observé chez les mineurs d'Afrique de l'Ouest, même si les recherches de ses collègues sont plutôt sur l'Afrique du Nord. Mais vraiment, cette volonté de toute une série de jeunes de pouvoir vivre dans une société contemporaine. C'est lié aussi à sortir d'une société traditionnelle avec laquelle elles gardent un lien quand même important une fois qu'ils sont ici, mais être aussi dans une espèce une volonté d'être dans une société de consommation moderne qui ouvre toute une série de possibilités qui n'existaient pas dans les contextes d'origine. Donc il y a des travaux assez intéressants sur cette question. Il y a peut-être encore un petit détail à rajouter sur les périples, parce qu'ils peuvent être très longs, peuvent même durer plusieurs années hein, pour certains. Parce que vous vous êtes peut-être posé la question, pourquoi ces jeunes qui sont en majorité, en fait, en tout cas ceux qui sont ici, entre 16 et 18 ans, pourquoi ils apparaissent aussi âgés, aussi mûrs, parce que c'est en partie dû à leur périple, à toute l'expérience qu'ils ont vécue en route. Et souvent, donc là je peux confirmer aussi ce que dit Chantal, ils cherchent, en tout cas s'ils viennent des pays subsahariens, d'autres pays voisins pour trouver du travail. Donc souvent, et ça se propage aussi par rumeur. Donc par exemple, pendant longtemps, maintenant ça se termine évidemment, la Libye était le pays de rêve pour certains. Donc on pouvait trouver une bonne situation en Libye jusqu'à ce qu'ils constatent en fait en Libye c'est l'exploitation assez brutale et violente de tous ces jeunes qui arrivent. Donc petit à petit ils arrivent jusqu'à la Méditerranée pour aller plus loin. Et certains jeunes, dès qu'ils sont pris en charge aussi, réapparaissent dans toute leur jeunesse ou dans toute leur adolescence. Donc on peut aussi voir ces transformations à l'envers. Oui, bonjour. J'avais une question particulière à poser par rapport aux migrants, mais je voudrais avant réagir au monsieur qui posait la question de savoir pourquoi ils viennent. Moi, je crois que ça peut être intéressant aussi de travailler là-dessus, et de manière à leur permettre de mettre en place je sais pas, de développer des activités dans leur propre pays et les retenir dans leur propre pays. Parce que c'est toujours très intéressant de vivre chez soi et de venir en vacances à Paris ou à Lisbonne ou à Rome, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et moi, je voulais revenir sur les migrants. On sait qu'il y a à peu près 23 millions de personnes déplacées pour raisons climatiques hein, qui se déplacent dans leur propre pays et dans les pays limitrophes. Et même au-delà, certains. Alors, est-ce qu'il y a une couverture juridique par rapport aux réfugiés climatiques? Merci Carlos pour la question bien difficile. Non, actuellement, au niveau juridique, les réfugiés climatiques n'existent pas. C'est vraiment une catégorie qui existe dans les discours, dans les travaux de certains chercheurs des sciences sociales, dans les discours médiatiques, mais juridiquement, actuellement, les réfugiés climatiques est inexistant. Ça, en tout cas au niveau de la législation du droit international des droits de l'homme, où pourrait s'inscrire la protection des réfugiés. Donc on reste sur un instrument assez ancien, hein, c'est la Convention de Genève 1951. Donc voilà, c'est les propos que c'est un instrument assez complet, assez protecteur, mais à mon sens qui a besoin une petite refonte, en tout cas une petite mise à jour pour s'adapter aux situations d'aujourd'hui, à mon sens. Donc actuellement, le réfugié climatique n'est pas dans la Convention de Genève. Après, je ne sais pas s'il y a des pays qui, dans leur législation domestique, incorporent des mesures de protection de ce type de population. Moi,
Moi, j'avais une petite question concernant la... Ah, excusez-moi. À la fois l'aspect juridique des jeunes dont vous parliez qui seraient pris en charge par la France et considérés comme mineurs. Parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est que ça va très vite quand même entre 17 et 18 ans, enfin pour ceux qui ont peut-être 17 ans, donc qui sont mineurs, et comme le processus de l'instruction plus de la reconnaissance de cette minorité a l'air assez long. Donc qu'est-ce qui se passe quand finalement, au bout du compte, le jeune a peut-être 18 ans et que le dossier est plus ou moins sur le point d'aboutir. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, c'était plutôt lié à la scolarité, parce que précisément, justement, les étapes sont longues, et puis également, je sais pas moi, un jeune qui a 16 ans, mais qui n'a pas forcément été beaucoup à l'école avant, ou dans le même, enfin, voilà, dans le même type de scolarité, s'il est reconnu comme mineur et qu'on le met à l'école, comment ça se passe pour lui? Qu'est-ce qu'on en fait? Dans quelle classe il va? Comment il est pris en charge? Voilà, c'est des questions qui se posent. Ça répond. Oui, effectivement, c'est pour ça que je précisais que nous, on essaye d'apporter du soutien aux jeunes étrangers isolés, parce que quand ils arrivent à leurs 18 ans, ou s'ils sont évalués, réévalués comme étant majeurs, ils sont quand même là, et ils ont la possibilité d'obtenir un titre de séjour, mais ça suppose quand même qu'ils puissent prouver qu'ils ont plus de liens en France que dans leur pays d'origine, et qu'ils vont être capables d'assurer leurs propres ressources. Et c'est pour ça que je parlais de l'apprentissage, qui est une bonne voie pour acquérir l'autonomie, mais ça ne va pas de soi de trouver un patron. Donc ils savent qu'il faut qu'ils choisissent les métiers en tension, et c'est pour ça que j'évoquais les bouchers, les boulangers. À l'heure actuelle, il y a la restauration, le bâtiment, dans lesquels on cherche des apprentis, des jeunes qui ont du courage et qui sont très motivés. Donc ce qui surprend quelquefois les centres de formation d'apprentis et les employeurs, c'est que certains disent « moi je veux être maçon ou cuisinier », parce qu'ils savent qu'il faut poursuivre plusieurs pistes à la fois. Et donc, quand ils font leur demande de titre de séjour, il faut qu'ils puissent déjà prouver qu'ils ont fait des choses pour s'insérer. Et s'ils ont pu avoir une scolarité, évidemment, c'est bien plus facile d'obtenir ce titre de séjour. Et quand ils ont le récépissé de cette demande, alors ils ont le droit de travailler et ils peuvent commencer cet apprentissage. Mais il y a moyen, mais il faut qu'ils soient accompagnés, quoi. Si tout seul, c'est un peu compliqué d'y arriver. Et après, il y a toujours la possibilité du retour au pays, c'est-à-dire quelqu'un qui resterait sans ressources, sans solution. C'est prévu aussi, puisqu'il y a une aide au retour au pays. Aucun de ces jeunes ne peut l'envisager. Ils n'ont pas fait tout ce périple-là pour repartir chez eux, mais ça peut arriver. Et puis après, effectivement, ce qui peut arriver au bout d'un moment, c'est l'obligation de quitter le territoire. Pour l'instant, les jeunes qui ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ou qui ont vraiment fait des démarches pour s'insérer ne risquent pas rapidement d'avoir une obligation de quitter le territoire, mais si une situation de dépendance se prolongeait, s'ils ne sont pas soutenus effectivement financièrement et accompagnés, oui, l'État leur demanderait de quitter le territoire, de rentrer chez eux. Et après, sur le fait d'aller à l'école, effectivement, il faut pour un certain nombre d'entre eux des dispositifs spécifiques. Nous essayons quand même de dire à l'Éducation nationale, faites-leur un peu confiance, parce qu'il y a quand même des cas où les jeunes apprennent très vite et sont capables de s'insérer très vite dans un dispositif normal. Mais c'est vrai que la plupart d'entre eux, ils ont quand même besoin d'avoir... ils emploient, même s'ils sont de pays francophones, ils n'emploient pas forcément les mots exactement de la même manière. C'est le français qu'on parle en Guinée ou en Côte d'Ivoire. Et puis ils n'ont pas appris forcément les mêmes choses. Donc oui, il vaut mieux des dispositifs intermédiaires. Donc petit à petit se mettent en place des dispositifs de pré-professionnalisation ou des dispositifs... les dispositifs qui ont été mis en place pour les décrocheurs, les élèves décrocheurs, les PAPS, correspondent bien aussi pour ces jeunes. Et puis on peut faire un mélange de population qui est plutôt bénéfique, parce que les PAPS sont plutôt des jeunes qui ont des problèmes sociaux ou qui sont découragés, alors qu'eux ont beaucoup de courage, les jeunes étrangers, donc ça peut faire des mélanges intéressants. Pour l'instant, ils sont un petit peu saturés, mais enfin bon, l'Éducation nationale essaye de trouver des solutions, et puis l'ASE essaye d'elle-même de mettre en place des solutions. Et puis sinon, il y a les citoyens. Donc il y a Guénola qui fait bosser les conjugaisons. Il y a tous les gens qui sont à la retraite, par exemple des professeurs à la retraite. Alors, je pense qu'il y a des étudiants de Sciences Po dans la salle qui proposent un dispositif comme ça de mise en activité et d'ateliers sociolinguistiques. Rémi fait des ateliers sociolinguistiques.
Il y a l'ALCIF, il y a le Secours catholique, il y a tous ces gens qui essayent, et nous, on essaye petit à petit de faire une sorte d'école parallèle pour qu'ils aient le maximum de chances d'acquérir les savoirs de base dont ils ont besoin. On va pouvoir compléter un petit peu la réponse de Chantal, en commençant pour dire clair et haut que le droit à la scolarisation va jusqu'à les 18 ans. C'est-à-dire, on essaye souvent dans différentes académies d'instrumentaliser, faire une interprétation instrumentalisée de la législation en associant droit à la scolarité avec obligation scolaire, en disant que en quelque sorte, en interprétant que le droit d'aller à l'école s'arrête quand l'obligation scolaire s'arrête, ce qui n'est pas du tout l'interprétation qu'on peut faire du Code de l'éducation français, c'est la Convention internationale de l'enfant. Donc a priori, ces jeunes, ils ont droit à être scolarisés jusqu'à leurs 18 ans. Après, évidemment, comme a été signalé, il y a des obstacles, des manques de place, une série de défaillances qui, en pratique, ne permet pas de faire effectif ces droits. Ensuite, je voulais faire aussi une petite précision par rapport à la régularisation. Et on parle vraiment de mineurs qui ont été reconnus en tant que tels. Pour ceux qui ne sont pas reconnus, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a vraiment une âge clé qui est voilà, une âge frontière qui est les 16 ans aussi. Donc, les jeunes qui arrivent avant, plutôt pour être plus précis, c'est qui sont pris en charge par l'ASE pour le social enfance avant l'âge de 16 ans. Ils sont vraiment, la législation établit un droit, un titre de séjour. Après, il y a toute une série de conditions qui vont examiner. On a fait une formation professionnalisante, l'existence ou non-existence des liens avec la famille, l'intégration en France. Mais a priori, c'est beaucoup plus facile pour ceux qui ont 16 ans que pour ceux qui ont été pris en charge après à 16 et 17 ans. Donc, pour ceux, c'est possible aussi de demander un titre de séjour, mais là, il n'a pas un droit à obtention de titre de séjour, c'est un pouvoir discrétionnaire de la préfecture. Peut-être juste pour introduire cette initiative d'étudiantes qui propose des cours de français en groupe. Vous pouvez peut-être dire juste un, deux mots et on repasse à l'ordre des questions, excusez-moi. Parce que comme c'était un prolongement en fait, de ce qu'avait dit Chantal. Pardon? Non. Non, c'est là-bas. Excusez-moi. Non, mais on repasse ensuite. Pardon. Oui, en fait, on est des étudiantes de lettres Sciences Po et on a créé le Buddy System Réfugiés, donc Kiminta, Léa et Adèle. Et en fait, chaque semaine, on s'arrange pour donner des cours de français aux demandeurs d'asile qui sont au Prada en ce moment. On a aussi des accords avec le TAP pour qu'ils puissent aller voir des spectacles et on les a inscrits dans des activités sportives pour la plupart. Mais aujourd'hui, on se pose vraiment la question du soutien psychologique, en fait, parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on apprend à les connaître qu'il y en a beaucoup qui sont dans la situation d'attente dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils sont souvent bloqués dans leur chambre et des fois, ils n'arrivent pas à venir à nos cours. Des fois, ils nous disent qu'ils ont des problèmes, mais ils n'arrivent pas à nous l'expliquer. Et nous, on pense qu'on n'est pas assez qualifiés pour vraiment les aider à ce niveau-là, en tout cas. Du coup, on aurait voulu savoir si vous connaissiez, vous, sur Poitiers, une équipe de personnes qui s'y connaissent mieux que nous à ce sujet, qui pourraient nous aider. Voilà, merci beaucoup. Oui, donc je vous invite à prendre contact avec Corentin Ménard, dont je mentionnais lors de ma présentation tout à l'heure, qui est l'actuel coordinateur du projet REMIF, et qui est psychologue de formation et qui est en train de développer un pôle d'acteurs liés à des questions de santé en général, mais aussi de santé psychologique. Donc, il s'organise des réunions régulièrement, donc il a eu une cette semaine, donc il pourra vraiment vous orienter mieux que moi vers les ressources qui existent. Donc je peux vous donner son contact à la fin si vous voulez. Sinon, nous, on met du thé, des gâteaux et une bonne ambiance pour qu'ils aient envie de venir. Ça ne marche pas toujours, mais des fois, ça marche bien.
juste revenir sur la première question qui avait été signalée, cette première intervention, sur la question de lire ensemble. J'ai trouvé ça très beau, dans cette idée qu'en effet, on partage quelque chose, non seulement à travers la langue, mais à travers le récit, qu'on peut échanger nos imaginaires, et puis qu'on peut, par là, faire quelque chose qui est plus... qui nous permet de nous rejoindre sur quels sont les mondes qu'on imagine, qu'on partage, et cette exigence-là d'une pensée qui prend du temps, qui est peut-être plus complexe que justement que la réaction de la peur, elle est une exigence qui est celle de faire quelque chose ensemble et puis de penser ou d'échanger des récits ensemble. J'ai trouvé ça très beau. Merci. Moi, je voulais saluer, en fait, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des jeunes immigrés qui étaient dans la salle, et j'aurais envie de dire, nous autres, nous Français, levez le doigt ceux qui sont des vrais Français, et leur dire bienvenue en France, étrangers. Et puis, vous savez, il y a eu des Sarkozy, il y a eu des Hidalgo qui ont fait des carrières, et voilà. Et je pense surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'il s'est... On peut le noter, il s'est créé un racisme à cause de 4 fadas. Bon, on sait ce que c'est. Et c'est vraiment dommage parce que toute une population en souffre. Je connais dans des endroits où ils ont vu un arabe une fois à la télé et ça justifie de voter Le Pen, des choses comme ça. Voilà. Alors je leur dis à tous ces jeunes qui sont là, et puis on les reconnaît, il y en a qui sont bronzés quand même. Très bronzés. Bienvenue à vous, jeunes gens. Et bonne chance. Je voudrais intervenir parce que j'ai un témoignage. En fait, je me rends souvent à Cannes et je rencontre des migrants qui viennent de Nice. Donc, j'ai pour habitude de m'asseoir à côté d'eux, de parler avec eux. Bon, souvent, ils ne parlent pas le français, ils parlent anglais. Et malheureusement, leur récit est souvent le même. Ils viennent d'Érythrée, ils sont allés en Libye, ensuite ils ont pris un bateau, et quand ils arrivent à Nice, ils n'ont pas de passeport, ils n'ont aucun papier, parce que le passeur leur a confisqué les papiers. Donc ils arrivent à Cannes par les moyens du bord, enfin à pied ou en voiture, enfin comme ils peuvent, et quand ils arrivent en gare de Cannes, ils se font contrôler. Et on leur demande, monsieur, quels sont vos papiers? Et là, ils disent, j'ai pas de papiers. Eh bien, on vous ramène à Nice. Et à chaque fois, je suis offusquée. On me dit, mais madame, il faut réguler les flux migratoires. Et on me dit, ils seront très bien, c'est un camp, il y a un camp à Nice, hein, où on les met, et tous ces jeunes sont sans papiers. Alors moi, ma question, je voulais savoir si les associations, je trouve merveilleux ce que vous faites, c'est plein d'humanisme, comment dire, de qualité humaine, mais que fait-on? Enfin, c'est les jeunes qui sont là, qui sont devant moi, j'ai envie de leur dire, vous avez de la chance, vous avez de la chance, vous avez connu le pire sûrement, mais maintenant que vous êtes à Poitiers, que vous êtes pris en charge, pensez à tous ceux qui sont sans papier, qui sont à Nice, en camp de concentration, j'ose dire, hein, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais enfin ça y ressemble un peu, je trouve. Pensez à eux, vous avez beaucoup de chance de vous retrouver ici, et je voulais savoir si vous, en tant qu'association, parce que je pense que vous n'êtes pas la seule association à faire ce que vous faites, est-ce qu'il existe un collectif d'associations qui sensibilise le gouvernement à ce problème? Parce que c'est des jeunes qui ont une vingtaine d'années qui se retrouvent sans papier, et voilà. Alors on sait très bien que les passeurs, non seulement s'en sont mis plein la poche, hein, mais en plus, il va falloir redonner encore de l'argent pour se procurer les papiers. Et ça, c'est un vrai scandale humanitaire. Voilà. Alors, comment ça se termine? Ben, je vous dis, voilà, vous avez un policier qui vient. Et je trouve que c'est un vrai désastre. Hein? C'est un peu violent. Non, mais par rapport... Non, mais je comprends. Non, quand je leur dis ils ont de la chance par rapport à ceux qui sont à Nice. Non, mais je pèse mes mots, attendez.
Certains d'entre eux, d'ailleurs, voilà. disent je leur souhaite. Certains d'entre eux disent si je m'en sors, je ferai moi quelque chose. Voilà. Certains, s'ils s'en sortent, ils seront contents d'être complètement intégrés, de plus du tout s'occuper de. Voilà. L'avenir dira lesquels d'entre eux pourront aider. Et puis sinon, après, nous, on est très occupés par l'action vraiment de soutien direct. Et donc, on se joint quelquefois à des initiatives plus militantes, mais ça prend du temps aussi. Et puis, on essaye d'être une association non confessionnelle et apolitique. Donc, c'est vrai qu'on ne consacre pas beaucoup de temps à cette... on est vigilant, on alerte, on participe à certaines actions, on co-signe certaines pétitions. Mais voilà, on est vraiment centré, nous, sur plutôt l'action directe auprès des jeunes. Vous avez raison. Oui. Je voulais dire un petit mot parce que vous mettez sur la table une vraie question. C'est bon, que peu importe que ce soit Nice, Poitiers, actuellement, on a toute une population de migrants qui se déclarent mineurs ou qui se déclarent demandeurs d'asile, qui se trouvent non pas sans papier, parce que sans papier c'est un terme équivoque, se trouvent sans identité juridique. C'est-à-dire, bon, ils sont souvent porteurs de documents d'état civil, mais ces documents d'état civil dans les différentes procédures ne sont pas reconnus par les autorités françaises. Certains risquent aussi de poursuites pénales à cause de ça. On a les premiers cas à Poitiers récemment, c'est que ça constitue une sorte de double peine. Et même s'il n'y a pas de poursuites pénales, le problème c'est qu'en absence de reconnaissance de seuls documents qu'ils sont capables de produire, après, on peut se poser beaucoup de questions de quelles sont les conditions de production de documents d'état civil dans certains pays, mais ça, c'est pas la question. Mais le problème, c'est qu'on ne fait rien actuellement pour reconstituer l'état civil de ces jeunes. Et au-delà de tous les droits qu'on a mentionnés, il faut rappeler qu'une personne sans identité juridique n'existe pas juridiquement, donc n'a accès à aucun droit. Donc actuellement, on ne fait rien. Donc je suis content que vous évoquiez cette question. Il faudrait que les autorités françaises prêtent ce phénomène en main. Dans d'autres pays européens, je connais des systèmes qui sont tendants à vraiment obtenir ce qu'on appelle une cédule d'identité. Et actuellement, il existe un article dans le Code civil qui permettrait aux autorités françaises d'initier cette procédure, mais on ne le fait pas du tout. Donc voilà, il est temps de répondre. Et je pense que Martin doit... Oui, on a encore le temps pour une dernière question. Ensuite, il y a deux annonces à faire. Il y a un spectacle à 6h que certains ne voudraient peut-être pas rater. Donc, on va pas vous retarder. Par contre, s'il y a des intéressés pour des questions, on peut se retrouver au café ensuite. Voilà. Moi, je me posais une question par rapport à l'aide sociale à l'enfance, parce qu'elle est déjà hyper saturée par déjà la situation des enfants en France. Et je me demandais qu'est-ce qui était réellement mis en place comme accompagnement. Enfin, les gamins qui sont à l'hôtel, à la gare, est-ce qu'il y a des éduques qui viennent les voir? Qu'est-ce qui se passe en fait pour eux avec l'ASE? Ce qui est l'accompagnement, voilà, donc les mineurs, il a différentes cas de figure en fonction de quelle est la situation des mineurs, qu'on avait dit. Il est encore en situation d'évaluation, il est déjà reconnu mineur, il est en refus administratif, mais encore en voie judiciaire. Donc la situation va être différente. Si on parle de ceux qui sont dans une situation qu'on appelle juridiquement accueil provisoire d'urgence, et de façon plus générale mise à l'abri, le temps de déterminer s'ils sont mineurs ou pas mineurs, c'est vrai que l'accompagnement juridique est assez défaillant. C'est là précisément qui rentre en jeu le travail d'une association comme Minderien et d'un projet comme Remif. Essayer vu que cette période dure très longtemps, essayer d'apporter un accompagnement éducatif en forme d'éducation, d'activités ludiques, de sport, etc. D'information du jeune, parce que bon, ces jeunes aussi ont besoin vraiment d'être informés par rapport aux différents enjeux de leur situation juridique. Quand ils passent mineurs, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Actuellement à Poitiers, on est en train de créer un système ad hoc, un système spécialisé de prise en charge. Il y a certains jeunes encore qui vont dans les dispositifs de droit commun, c'est-à-dire des foyers avec d'autres mineurs en situation d'assistance éducative français ou dans des familles d'accueil. Mais
une grande majorité de ceux qui sont reconnus mineurs non accompagnés, ils sont placés dans un dispositif spécifique qui a été créé l'an dernier, et dans des appartements en semi-autonomie avec l'accompagnement d'une association. Globalement, dans les cas que nous observons, que nous suivons, on peut dire que ces systèmes, je ne sais pas si Chantal tu as d'autres éléments, mais globalement se passe relativement bien. Donc là, il a vraiment un suivi d'un éducateur ou éducatrice ou d'un travailleur social très régulier. Les jeunes, bon, ça peut prendre dans certains cas un certain temps, mais sont au fur et à mesure scolarisés. Il a un accompagnement qui va souvent au-delà de 18 ans. Donc voilà, je ne sais pas si tu as des éléments à ajouter. La toute dernière question. C'était pas une question, c'était juste un tout petit complément d'information sur la personne qui se posait la question où sont les femmes. Elles sont essentiellement tout le long de l'avenue de la Libération et jusqu'à la gare et à la Porte de Paris. Et il existe une association qui travaille auprès de ces femmes-là. C'est l'association des Amis des Femmes de la Libération, je vous laisse chercher pour trouver, qui font un travail assez proche, dans le fond, de ce qui a été évoqué pour mine de rien, c'est-à-dire effectivement hébergement dans certains cas, aide, assistance dans les démarches administratives pour que ces personnes-là puissent bénéficier d'une protection. Et ça va même beaucoup plus loin, puisque concernant ces femmes-là, la plupart étant mutilées, il y a aussi une aide éventuellement à la reconstruction. Voilà, donc c'est aussi un travail très spécifique. Évidemment, les femmes sont où? Elles sont pour l'essentiel dans les réseaux, c'est bien connu. Bon, merci pour cette information. Il y a aussi Céline Agnel, qui est très connue ici, qui a monté une pièce avec elle. Donc désolé d'interrompre cette discussion qui est très passionnante, mais on peut encore poursuivre un peu en haut pour les intéresser. Sinon, je te laisse présenter la pièce ou les lectures. Merci Martin. Juste là, à 18h, c'est gratuit. Dans le cadre de l'accueil du label Jeunes Textes en Liberté, on a mené un atelier d'écriture en partenariat avec l'association L'Éveil et une famille de Poitiers qui est d'origine arménienne. Et ils ont écrit un texte de théâtre sur la thématique de l'espoir et qui nous présente, là, ça dure un quart d'heure, c'est à 18h. Il faut juste que vous récupériez un billet en billetterie si vous souhaitez y assister. Voilà, merci beaucoup. Bon week-end. Merci beaucoup.